Bonjour et bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Vous le savez, le Made in France revient très fort, y compris sur nos tables. On en parle tout de suite dans Business Models. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans Business Models. Je parlais du Made in France, c'est en effet votre combat actuel au travers de votre entreprise Maison Fragile. Qu'est-ce que fait Maison Fragile ? Alors Maison Fragile est une petite entreprise de création d'art de la table. Nous sommes spécialisés dans la porcelaine de Limoges et nous développons de la porcelaine pas uniquement de Limoges, mais tout ce qui est autour de l'art de la table Made in France. Donc là, par exemple, on travaille aussi sur du linge de maison qui est fait dans le Jura avec une magnifique entreprise aussi qui s'appelle Garnier-Thiebaud. Et voilà, nous avons de très beaux partenaires, de très bons artisans partout en France qui travaillent dans l'excellence. Porter haut ces couleurs du Made in France. Parce que c'est vrai, quand je suis tombé sur votre entreprise, je me suis dit, de la porcelaine de Limoges, pour moi, maintenant, la porcelaine de Limoges a été Made in China. Il y en a encore ? C'est encore une grosse activité ? Ah bah oui, heureusement. Donc, moi, j'ai lancé l'entreprise il y a 5 ans. Mes arrière-grands-parents travaillent dans la porcelaine de Limoges. Donc, mon arrière-grand-père était directeur de production à Limoges et à Vierzon, et mon arrière-grand-mère avait un magasin de porcelaine, cristal, faïence, rue de Paradis. Et l'idée, en fait, c'est en regardant un peu ce qui se passait autour de la porcelaine de Limoges, j'ai vu que c'était une création, je dirais, un peu endormie, à mes goûts. Oui. Pardon. Et donc, l'idée, en fait, était de réveiller un peu la belle endormie, de lui donner un coup de peps, et le savoir-faire est toujours là. Et depuis 5 ans, on a vraiment réveillé la belle endormie, et même on a eu plein, je dirais, de suiveurs qui ont aussi pris le relais, et ça, c'est chouette. Bon, on va revenir sur cette belle aventure qui est la vôtre, mais on commence toujours par un petit regard sur l'actualité. Alors, justement, peut-être le Made in France, c'est sous le feu des projecteurs en cette période électorale notamment. Quel est votre regard sur ce slogan ou cette baseline ? Alors pour moi, le Made in France, c'est pas une baseline justement. Je pense que c'est quelque chose qui devrait faire partie, je dirais peut-être de la Convention française, de tout ce qui fait partie, je dirais, intrinsèquement de la France. La Constitution. La Constitution, pardon. Mais c'est ce que j'appelle le soft power. Donc c'est à la fois notre savoir-faire, mais aussi notre exigence, notre créativité. C'est ça aussi qui fait la puissance de la France. Et pour moi, je ne veux absolument pas en fait, qu'elle soit reprise, je dirais, par n'importe quelle politique, puisque qu'on soit de droite, de gauche, centre ou écologiste, en fait, elle doit être, je dirais, vivante et présente. Cette crise sanitaire nous a quand même montré les enjeux et les limites de ce Made in France, avec tout ce débat justement sur les relocalisations et sur la perte de la puissance industrielle. Et avec, en effet, ces enjeux, c'est compliqué finalement de fabriquer, de produire en France. C'est très compliqué. Évidemment, à ne pas se le cacher, ça coûte beaucoup plus cher parce que nous avons des charges qui sont beaucoup plus élevées. Par exemple, que nos concurrents, je parle dans le secteur de l'art de la table, mais par exemple, on a beaucoup de concurrents au Portugal, en Italie, avec des charges évidemment qui sont moins élevées. De fait, des produits manufacturés qui sont moins chers. Mais après, les Français, et même à l'international, parce que nous, on a beaucoup de clients à l'international, notamment en Asie, ils savent aussi que même que si les produits, enfin nos produits en fait sont plus élevés, ils savent aussi qu'il y a une qualité derrière, une exigence et quelque chose d'aussi d'assez premium et luxe qu'on n'aura pas au Portugal et en Italie. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que la France, c'est plus qu'une impression, c'est un fait, on a choisi le droit du travail et finalement les charges élevées au détriment des industries qu'on a laissées partir ailleurs avec cette ambition de se dire nous on gardera que le premium. Mais un pays ne marche pas que de premium. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, il y a quand même des relocalisations, etc. Effectivement, un pays ne se nourrit pas de premium. D'ailleurs, il y a un grand débat en ce moment justement sur la baguette. Oui, la baguette à 29 centimes. Voilà, donc chez Leclerc. Donc, est-ce que c'est un coup de bluff, un coup de buzz ? Ça, évidemment, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis boulangers
autour de moi, évidemment, dans le secteur de la gastronomie, effectivement, une baguette à 29 centimes, bon, ben, je ne sais pas si ce sont des êtres humains qui la font, ou si ce sont des robots, ou si ce sont des humains qui sont bien payés, ou alors est-ce qu'ils payent, en fait, leurs fournisseurs de blé. Donc ça, c'est une vraie question. On avait oublié un peu les fournisseurs hein, pendant longtemps. On s'intéressait plus aux consommateurs. Ouais. Ça remet un peu aussi ce débat sur la table. Oui, je pense que d'abord, le fait de reparler du Made in France fait en sorte qu'on parle évidemment de toute la chaîne. Et il y a un grand retour, un grand focus sur l'artisanat. Il était temps. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, tout... l'avènement et la passion sur la gastronomie, c'est super parce que ça permet aussi de remettre au cœur, je dirais, de la table, tous les chefs et tout le travail qui est fait derrière, en fait, un plat, une assiette. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, les chefs aussi communiquent beaucoup sur leur sourcing, ils présentent, en fait, leurs artisans, leurs producteurs. Mais ça reste quand même un marché assez haut de gamme. Est-ce que, enfin, pour poser la question et clore ce chapitre, est-ce que le Made in France peut exister en dehors du haut de gamme, selon vous, au XXIe siècle ? Bien sûr. Moi, je pense que... Après, moi, je rêverais de réfléchir à une taxe, une TVA un peu moins chère sur le Made in France. Moi, je pense que c'est un sujet, en fait, qui pourrait être peut-être mis sur la table. Ou plus cher sur les produits importés. C'est les droits de douane, en fait. Absolument. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, sur les fleurs, par exemple, il y a 5,5 de TVA. Pourquoi les fleurs, il y aurait 5,5 et pourquoi, par exemple, les produits manufacturés... Porcelaine de Limoges ou tout ce qui est Made in France. Ouais. Vraiment, j'ai un point de vue global. Non, mais des ceintures, des objets en bois. Enfin, il y a une multitude, en fait, d'objets manufacturés, en fait, et qui pourraient aussi... être moins élevés et qui pourrait aussi relancer la consommation en France. Bon, eh ben c'est le moment, hein, c'est la campagne présidentielle, c'est le moment de faire vivre ces idées. On va s'intéresser tout de suite à votre entreprise, Maison Fragile. Alors Maison Fragile, c'est un nom qui intrigue, parce que cette fragilité toute de porcelaine, comment il est arrivé ce nom ? Alors, ce nom est arrivé sur un trottoir. En fait, il y avait sur les cartons de porcelaine de Limoges, il y a toujours, en fait, sur un côté écrit porcelaine de Limoges et un autre côté écrit fragile. Et donc, moi, j'avais déjà le projet... j'ai commencé à avoir le projet, en fait, de monter Maison Fragile. Et puis, en fait, ça a été d'une évidence absolue. En fait, je me suis dit, forcément, c'est Maison Fragile, quoi, voilà. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est évidemment ce côté dualité, je dirais la puissance d'une maison, ce côté solide et en même temps la fugacité et la finesse en fait de la fragilité et de la fragilité à la fois de ce que sont les êtres humains, parce que nous sommes des forces et des faiblesses. Mmh. Et à la fois, il y avait une résonance évidente sur les produits que nous faisions. Alors on en voit quelques-uns qui défilent à l'image. On va voir aussi une vidéo que vous avez réalisée dans le cadre d'une campagne de crowdfunding et qui montre vos ateliers. En effet, c'est assez impressionnant. On voit comment c'est fabriqué concrètement. Cette maison, c'est aussi la notion de tradition. Vous l'avez évoqué un petit peu en introduction. C'est pas une maison qui est née d'hier, mais d'avant-hier. Alors, c'est une maison qui a 5 ans, mais je dirais que c'est une histoire qui a 3 générations. Enfin, même on en a la 4e, en fait. Là, on vous voit dans l'atelier. Hein. Ça, c'est pas un atelier historique, c'est un prestataire ou c'est chez vous ? Ça, c'est un partenaire. Alors moi, je dis jamais que ce sont des prestataires, ce sont vraiment des partenaires. Donc là, par exemple, nous sommes chez Véronique et Jacques, qui sont des partenaires extraordinaires, qui nous accompagnent depuis 5 ans. Et sans eux, en fait, nous n'en serions pas là. Et nous travaillons aussi avec d'autres manufactures. Donc il y a encore un savoir-faire français, il y a encore un savoir-faire à Limoges. Français. Et d'ailleurs, finalement, ce qui est génial, c'est qu'avec le Covid, il y a eu un grand regain sur la décoration, sur la table. Bien sûr, on s'est retrouvés confinés. Exactement, donc finalement, les gens ont pris du temps aussi à bien installer leur table et à s'intéresser aussi au retour de la table, à prendre du temps entre eux, qu'on soit une famille de 2, 3, 4, 12. Voilà, donc c'est aussi le grand retour de l'art de la table. C'est génial. Et chacun
le fait comme il peut. C'est-à-dire que soit les gens, ils peuvent aussi vivre l'art de la table avec des assiettes Ikea. Chacun, en fait, doit s'adapter en fonction de ses moyens. Bien sûr. Et surtout, le principal, c'est que les gens passent un bon moment, un moment joyeux, un moment aussi où ils mangent bien. Et bien manger, c'est à la fois bien se nourrir et à la fois prendre du temps, mettre son téléphone de côté, juste une petite fleur. Voilà, on n'a pas besoin forcément de bien déjeuner dans des assiettes maison fragile, mais c'est juste prendre du temps et prendre soin de soi. Voilà. Vous nous avez apporté une bougie là qu'on voit sur le plateau et qui brûle et qui dégage une odeur charmante. C'est la bougie Gainsbourg, hein, c'est ça? Ça s'appelle bois brûlant, exactement. Avec l'image de Serge Gainsbourg. Hein, exactement. Et donc ça fait référence à l'univers de Serge Gainsbourg. Et on a travaillé avec un parfumeur d'excellence qui est à Grasse, qui s'appelle Robertet, et qui ont composé pour nous en fait des odeurs sur mesure. Et là, l'idée, évidemment, était de faire vivre son univers. Donc, il y a une goutte de malt, du Palo Santo. On est vraiment sur un bois fumé. On est vraiment là, le soir, près du feu de cheminée, en train de boire un petit verre de whisky ou un verre de vin, comme vous voulez. Et l'idée, c'est de jouer un peu, justement, sur ce côté brûlant, le côté aussi, je dirais, incandescent de ce qu'il était, et tout en étant évidemment d'une intelligence rare. C'est une grosse partie de votre travail, c'est-à-dire trouver des idées, des nouvelles compositions, des créations. Oui, alors moi je travaille avec mon petit frère, Romain. C'est vraiment une histoire de famille. Hein. Oui, c'est vraiment une histoire de famille. Mon père est à la compta, il est super. Mon oncle est juriste. Non, c'est assez génial. Et je suis aussi accompagnée de partenaires et d'associés qui m'aident quand ils peuvent, parce qu'ils ont aussi leur propre emploi. Mais non, je ne suis pas toute seule. Je suis, là, je dirais que je suis la chef de file, la chef d'orchestre et la proue de ce bateau, mais je ne suis pas toute seule, car seule on peut courir vite, ensemble on va plus loin. Oui, c'est un proverbe africain d'ailleurs. Absolument. Une dédicace pour nos amis qui nous écoutent depuis le continent. Et une histoire de génération, hein, vous le disiez, 4e génération finalement dans les arts de la table. Oui, et d'ailleurs je n'ai pas répondu à votre question, donc pour la création. Donc je travaille avec mon frère sur la direction artistique. En général, on a un projet, ou alors on rencontre un artiste, ou alors on va dans une expo, il y a une forme en fait qui nous parle. Et en général, on a les mêmes goûts, même si lui, il est beaucoup plus street. Moi, je suis beaucoup plus, je dirais, poésie, un peu plus fleur bleue, entre guillemets. New Age. Bon, non, je pense que le New Age sera notre point commun, et on a beaucoup on est tous les deux passionnés par l'art déco. Voilà, mais je pense que ça, c'est aussi l'éducation qu'on a eue. Et donc, en général, on a des idées différentes. On rencontre les artistes et on leur propose de travailler sur un thème. Et là, voilà, par exemple, c'est une bougie qui a été dessinée par l'artiste illustrateur qui s'appelle Jean-Michel Tixier. C'est une collection qui s'appelle Cher Parisien. On a interprété des personnalités comme Proust, Marie-Antoinette et d'autres personnalités. Voilà. Et il y a beaucoup de créativité, d'innovation encore dans les arts de la table. Une assiette sera toujours une assiette, un verre, une bougie, ou est-ce qu'en fait aussi, dans ce domaine, à part la décoration, on peut aller loin? Ah, alors en fait, l'idée c'est En fait, ce qui est génial avec une assiette ou une tasse à café, c'est que c'est comme une page blanche. Donc une page blanche, c'est à l'infini. En fait, on peut être créatif à l'infini. Et nous, l'idée de Maison Fragile n'était pas de faire une entreprise classique d'art de la table, mais nous, l'idée, c'était vraiment de mettre l'art à table. C'est pour ça qu'on fait des collaborations avec des artistes qui sont connus ou moins connus, ou par exemple, on a fait une collaboration avec le chef triplement étoilé depuis plus de 20 ans, qui est notre gourou absolu, qui est Alain Passard, qui est donc un artiste dans sa cuisine, mais aussi c'est un artiste à part entière puisqu'il joue du saxophone, et il fait aussi c'est un artiste plasticien puisqu'il fait aussi des collages à partir de papier découpé, et c'est à partir de ces papiers découpés que nous, on a travaillé avec lui pour faire toute une collection d'assiettes, de plats homards, de saladiers.
Et c'est extrêmement agréable de travailler avec lui parce que c'est un homme brillant dans son domaine et qui a vraiment un sens artistique assez pointu. Donc il est très exigeant. Donc par exemple sur des rouges, parfois il n'en veut pas. Donc il faut retravailler les rouges, il faut retravailler les jaunes, il faut retravailler les formes. Mais c'est très agréable de bosser avec quelqu'un d'un niveau aussi exigeant. Oui, c'est motivant et ça vous oblige à vous dépasser. Vous travaillez donc beaucoup avec des chefs, hein, vous faites des arts de la table pour les grandes maisons, les grands restaurants ou les hôtels. Et j'ai vu que vous faisiez aussi du sur-mesure, c'est-à-dire que je peux aussi venir vous voir en disant bah, tiens, je voudrais ce motif, ce design. Absolument, donc on travaille sur mesure, ce qui, je dirais, fait partie à peu près de 50% de notre business, puisqu'on est là aussi pour parler de business. Donc des listes de mariage, par exemple, alors, des choses comme ça. liste de mariage, on ne le faisait pas, mais là, on va commencer à le faire. On fait beaucoup de sur-mesure pour les hôtels, pour les restaurants, pour des privés. On a travaillé aussi pour l'Élysée. Donc, la première année, on s'est lancé. Belle référence. Absolument. Donc, grâce à Guillaume Gomez et à Emmanuel Macron aussi, qui nous ont choisis. Donc ça, c'était assez chouette au tout début. On travaille aussi en sur-mesure pour des clients à l'international. Et entre le moment où je vais passer une commande et je vais vraiment avoir les assiettes devant moi, il va se passer combien de temps? Alors, je vais vous faire une réponse, ça dépend. Oui. Ça dépend si vous voulez 12 pièces, si vous voulez 80 pièces, si vous voulez 3500 pièces. Si vous voulez de l'or, du bleu de four, si vous avez pour votre propre décor ou si vous voulez que nous on le fasse. Parce qu'après, il y a plein d'étapes, évidemment, et là, évidemment, ça dépend de tous ces points. Alors, je le disais, vous avez commencé avec une campagne de crowdfunding, KissKissBankBank, pour lever quelques centaines de milliers d'euros. Ça a suffi? Ou est-ce que c'est encore une perpétuelle quête au financement? On sort quand même, enfin on n'en sort pas d'ailleurs, oui. On sort du Covid. Non mais alors pour parler finances, moi j'ai une famille extrêmement bien élevée et... On ne parle pas d'argent. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas d'argent, c'est pas pareil. Donc je suis une famille donc, bien élevée, avec je dirais un niveau culturel assez riche et dense, mais dans ma famille en fait on n'a pas d'argent. Donc, on s'est lancé, c'est ce pourquoi, en fait, on n'a pas d'argent, mais on a des idées, en fait. Les arts de la table ne nourrissent pas. Non, mais ça, c'était au tout début. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on s'est lancé en crowdfunding avec KissKissBankBank. Donc, on a levé 30 000 euros. C'était un vrai enjeu parce qu'on était en pleine période présidentielle. Donc, pour moi, c'était une vraie angoisse parce que parler du Made in France, alors que moi, j'ai un Made in France, évidemment, qui est complètement non conservateur. Et qui est évidemment extrêmement ouvert, qui est évidemment très, je dirais, dans l'innovation. C'était compliqué. Et puis, bon, bref, nous y sommes arrivés à ces 30 000. Et puis, la première année, on a fait donc un très bon chiffre d'affaires. La deuxième année, on a cartonné, on a doublé notre chiffre d'affaires grâce à une énorme commande, en fait, d'une personnalité, en fait, en Chine. Et puis après, il y a eu l'année du Covid, donc évidemment, a été beaucoup plus complexe, surtout que nous, on n'était pas du tout encore bien équipés en digital pour en fait développer le B2C. Donc on a fait une levée de fonds, donc il nous a pris du temps, évidemment, comme toute levée de fonds. On a levé 340 et auprès de partenaires, je dirais d'amis en fait qui pouvaient en fait nous accompagner. Et maintenant vous dites Maison Fragile n'est plus si fragile financièrement parlant? Maison Fragile en fait sort péniblement du Covid. Là on a ouvert une boutique au 32 rue de Turenne. Et cette année je suis assez contente parce que nous sommes le 19 janvier, qui est une date très importante dans notre famille. Et nous sommes le 19 janvier et nous avons en fait beaucoup de projets. Je ne sais même pas comment on va faire parce que en fait, ce sont déjà de très bonnes nouvelles. C'est ça la vie des entrepreneurs, hein. Soit ça. Pas assez de projets, soit trop. C'est jamais le bon équilibre. On va voir, vous, Marie, quel est votre parcours à titre personnel. Parce qu'en fait, c'est votre deuxième vie professionnelle. Vous n'étiez pas toujours dans cette entreprise
que vous avez lancé il y a 5 ans avec votre frère. Absolument. Alors moi, j'ai commencé en fait à faire une école d'art et de communication, c'est-à-dire que je voulais vraiment être galeriste, expert en art. Donc finalement, 20 ans plus tard, je fais la même chose. C'est bien, il faut toujours poursuivre ses rêves, les Exactement. rattraper. Et puis, j'ai fait des études en communication au CELSA. Et après, j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans en agence de communication, dans les meilleures agences de communication parisiennes, donc chez BETC, chez LEG. Et donc, j'étais extrêmement heureuse, en fait, dans ce métier. Alors, pourquoi se remettre en risque? Alors, en fait, l'avènement du digital a changé la donne. Et moi, je me suis dit, mais moi, j'ai 40 ans, si, en fait, je ne change pas de mouvement, enfin, je vais être absolument trop vieille. Dépassée. Dépassée. Et puis, j'avais aussi une frustration qui était que nous, on accompagne, en fait, les clients. Donc, on crée des rails, on habille les wagons, mais nous, on n'est pas dans le train. Et en fait, j'ai eu un déclic vraiment avec l'idée de monter ma propre entreprise. Donc, je ne savais pas si j'allais y arriver en version auto-entrepreneur à côté d'un métier. Et je me suis dit, non, en fait, je vais le faire à 100% parce que moi, je n'arrive pas. Déjà, je suis une fille extrêmement éparpillée. Mais là, je me disais, ce n'était pas possible, en fait, de faire 2 métiers à la fois. Donc, j'ai mis en stand-by, en fait, mon métier d'agence de com. Et en fait, je me suis lancée à cœur et à corps perdu dans Maison Fragile. Et c'était évident que ça serait Maison Fragile, ça serait les arts de la table, ou ça a été un cheminement? Ah non, ça c'était évident, puisque en fait... Ça vous travaillait depuis un moment? Alors, ça me travaillait depuis un moment. Je travaillais pour un client dans le secteur de la gastronomie. Je lui ai dit, en fait, ce serait bien que tu fasses une collab avec une maison d'art de la table. J'ai commencé, moi, à regarder ce qui se passait, je dirais, dans le terme technique, en marketing, à faire un benchmark. Et j'ai vu, en fait, que tout était morose, en fait, les seuls acteurs qui étaient dans la création, c'était les Italiens, les Anglais et les Portugais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, la France, nous sommes, en fait, je dirais, à l'origine de la créativité de la porcelaine, même si c'est pas nous qui l'avons inventée, ce sont les Chinois. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Et mon petit ami de l'époque m'a dit, vas-y, l'idée est géniale, il faut foncer, etc. Donc, j'ai fait un master à Dauphine. Ah oui, quand même, c'était sérieux là. En e-commerce, parce que j'y connaissais rien en e-commerce. Donc j'ai fait un master à Dauphine en e-commerce et j'ai présenté le projet. Et tous mes profs et mes copains de promo m'ont dit vas-y. Donc à Noël. Vous étiez poussé dans le dos, voilà. Et il fallait y aller. Et à Noël, mais je ne me sentais pas en fait la force de le faire toute seule. Et à Noël, j'étais réunie avec ma famille. Je leur ai dit voilà, j'ai le projet de relancer l'histoire de Papy Roger et Mamie Henriette. Qui me suit? De toute façon, c'était pas qui me suit, c'est toi. Je rigole. Et donc, et là, c'est là où mon père, mon frère et mon oncle m'ont dit oui. Donc, c'est pas facile, on s'engueule souvent, mais en fait, on est tous ensemble sur ce projet. Ah oui. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas facile d'entreprendre en famille. C'est à la fois pas facile, c'est une chance et un danger, parce qu'en effet, le danger, c'est qu'on s'engueule pour d'autres raisons que les engueulades familiales traditionnelles. Oui, non, mais bon, de toute façon, ça fait partie aussi de notre projet, et c'est quelque chose que nous avons, je dirais, dans notre ADN, finalement. Donc, on est assez fiers aussi de relancer cette histoire, parce que dans notre famille, je pense que notre arrière-grand-père et notre arrière-grand-mère, en fait, sont des puissances dans la famille, donc c'est assez chouette de relancer l'histoire. Et puis après... Je dirais, dans l'histoire de Maison Fragile aussi, on a un engagement par rapport à l'inclusion qui fait revivre aussi une histoire personnelle. Donc là, par exemple, j'ai vu, en fait, vous avez diffusé des assiettes que nous avons faites avec des jeunes trisamis qui travaillent en salle et en cuisine. Un restaurant qui s'appelle Le Reflet. Donc il y en a un à Nantes et un à Paris. Et donc, en fait, on fait travailler ces jeunes. On leur a demandé de dessiner, en fait, leur assiette de rêve. Donc, ils ont dessiné leur assiette de rêve. Ouais. Et donc, ces assiettes, en fait, sont vendues à la boutique et sur le site. Et l'ensemble des bénéfices leur sont reversés. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Marie, pour la suite de cette aventure? Alors là, on a un très beau projet, toujours dans l'inclusion, puisque finalement, c'est un moteur qui nous porte, enfin, que nous avons dans notre corps et dans notre cœur. Ça vous transcende. Absolument. Ça, c'est une collection qui s'appelle Tact, qui a été designée par une jeune artiste qui s'appelle Pauline Andrelus. Et c'est une collection, en fait, qui est dédiée aux malvoyants.
avec des formes et en fait des repères, des repères et des reliefs, pardon, excusez-moi, en fait, qui leur permettent en fait de se repérer, ainsi que du linge de maison. Donc ça, on va le lancer en crowdfunding le 21 sur la plateforme Kickstarter. Donc là, on est en pleine préparation. Et j'espère qu'en fait, c'est une campagne qui permettra à la fois de créer une meilleure inclusion de tous ces malvoyants. Voilà. Bon, bah écoutez, bravo, bon vent pour cette belle aventure qu'est la vôtre. Et puis merci d'avoir partagé ce parcours. On voit en effet que vous arrivez à porter haut les couleurs du Made in France et qu'il n'y a pas de fatalité, hein, tout dépend des femmes et des hommes qui arrivent à porter ces projets et à relancer des business qui sont parfois historiques ou traditionnels, mais dans lesquels on peut encore, comme vous le prouvez, innover. Merci beaucoup Marie. Merci. Et puis merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.